Après avoir fini le mariage coutumier, ils ont tiré les nignams pour le Wapodépod dans le cercle. Ils ont tiré un tas de nignams pour le Wapodépod. Ils ont préparé aussi le cochon. Vous voyez, tout à l'heure, il n'y a pas que des gens de cette tribu, c'est tous les gens du secteur savent qu'il y a un mariage Wapodépod. Ça, c'est le travail d'un garçon, d'un maïtsaman, on dit en mars. Tout à l'heure, quand tu es venu, il n'y a pas de jeunes mariés ou un vieux. Oui. Ici, c'est que des jeunes garçons. Et ici, il ne va pas direct au mariage, il va pas des potes. Là-bas, on a besoin des garçons pour travailler les cochons, les ignames, pour faire le feu, le four. Ça, c'est les cailloux. Couper les feuilles de bananier, brûler un peu, pour qu'ils soient un peu souples. En fait, tout est pris ici dans la forêt. Tirer les lianes qu'on appelle le sumat. Après, les garçons, ils grattent coco. Coupe l'oignon vert, mélange avec coco, puis on met les lignes dedans, on referme et puis on attache. On enveloppe le cochon avec des feuilles d'un arbre qu'on appelle bolé. Il y a un grand frère, c'est lui qui gère, il regarde, c'est lui qui regarde un peu la logistique. Puis quand les garçons ils sont lancés dans emballer les ignames, tout ça, là, il faut allumer le four. Le maïtsaman, il sait ce qu'il a à faire. On ne va pas lui dire, il va dans les mariages. C'est ça, c'est le même, c'est répétitif. Et là-bas au mariage, là c'est une autre étape, c'est ceux qui seront mariés. On appelle ça les Malouba. C'est eux qui nous attendent là-bas. Ils seront au mariage, aussi du mariage. Ils nous attendent là-bas. Et on va le présenter à eux, le repas des potes. Quand on va aller là-bas, ils vont remercier. Il y a un truc aussi qu'ils vont faire, ils vont vérifier. Vérifier si le cochon il est cuit, les ignames sont cuits. Bon, mais c'est parce que c'est un peu notre devoir ici, en tant que maïtsaman. Quand on va démarrer d'ici, on va faire aussi, il y a ce qu'on appelle le Waoueng. Les chants que les garçons de marins chantent dans les mariages, qui accompagnent le repas des potes. Ce qu'on va amener tout à l'heure, c'est pour les grands-mères, les vieux, pour attendre, pour aller manger à table. Repas des potes, c'est ça, du repas des potes. Ouais, un moment d'attente, et puis grignoter un peu, voilà, igname, puis le cochon chaud. Pour on dit c'est à Mara, c'est un anéon pour nous les maïtsaman. Chasse un anéon, voilà, le repas des potes, les vieux et puis les grands-mères vont manger. Cette semaine, la Calédonie accueille deux grands rendez-vous de la culture océanienne, la 42e réunion du Conseil des arts et de la culture du Pacifique et le 8e Conseil des ministres de la culture. Une première depuis plusieurs années qui place le pays au centre des enjeux culturels régionaux. Carrefour de coopération entre tous les pays de la région, elle a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie culturelle océanienne 2022-2032. C'est un signe fort de toute la famille du Pacifique, que ce soit de la Micronésie, des pays de la Polynésie, mais aussi de la famille proche de la Mélanésie, de pouvoir constater qu'ils sont toujours à nos côtés pour continuer à travailler, pour mettre en œuvre plusieurs axes de travail stratégiques. Donc au-delà de la culture, c'est aussi l'ensemble des secteurs transversaux qui vont aussi décliner en termes d'éducation, en termes d'économie durable, mais aussi l'ensemble des perspectives qu'on pourra aussi dégager à partir de cette semaine importante qui va se dérouler dans notre pays. Ce 42e Conseil des arts et de la culture du Pacifique est l'occasion pour chaque pays de la région de dresser le bilan de ses actions culturelles menées depuis le dernier Festival des arts du Pacifique l'année dernière et surtout d'organiser le prochain prévu en 2028 ici au pays. Ce festival est la plus grande célébration des peuples indigènes du Pacifique en 2028. Nous, concrètement, ce sera de présenter un état des lieux du travail du comité de pilotage qui regroupe notamment les 3 provinces, l'ensemble des communes, des organismes publics du territoire comme la DCK, le Conservatoire, l'Académie de Lankanak, mais aussi le tissu associatif.
d'une part, et puis d'autre part, de pouvoir présenter les différents textes que nous avons pu légiférer ces derniers mois, comme la carte des artistes, comme le 1% culturel, comme un certain nombre de sujets qui vont aussi participer à faire montrer encore une fois aux yeux du monde que la culture dans le Pacifique est toujours vivante. En parallèle, les ministres de la culture du Pacifique se retrouvent pour définir les grandes orientations politiques. La conférence leur permet de parler d'une seule voix aux représentants du Forum des îles du Pacifique ou encore de l'UNESCO. Le premier axe que l'on a défini déjà avec le cabinet du membre de gouvernement, M. Michael Forrest, porte sur les jeux et sports traditionnels que nous, déjà en Polynésie, nous mettons déjà en œuvre de manière assez accentuée, et également aussi sur le développement des arts et le statut professionnel des artistes. C'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé. L'autre axe de coopération portait sur le projet d'inscription du bagne de la Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque nous-mêmes en Polynésie, nous avons déjà l'expérience avec le classement des îles Marquises. En accueillant ces deux instances régionales, la Nouvelle-Calédonie confirme son rôle de carrefour culturel de l'Océanie et participe à tracer la feuille de route culturelle du Pacifique à l'horizon 2032 et au-delà. Point Dimier, commune de plus de 5000 habitants sur la côte est située au bord de l'eau, semble paisible. Mais chaque semaine, sur les réseaux sociaux, défilent des annonces de cambriolage et autres faits d'incivilité. Sur la commune, nombreux ressentent le sentiment d'insécurité. Rendez-vous chez Azaël, cet habitant du village, victime d'intrusions à plusieurs reprises. Là, tu vois, le grillage, il a fallu refaire. Même, il est plié. Ils ont tous sauté là, puis après, ils ont été voir ce qu'il y avait dans le garage, sûrement, je pense. Ils ont longé tout le bord, ils sont descendus dans le garage. Il était quelle heure? 13 h. Ils venaient de finir de manger. Ils ont des techniques maintenant, même avec des chiens, ça leur fait plus peur. Quand ils veulent voler, ils sautent, ils volent. Avant, tu partais au travail 5 h à 19 h, et ben, tu laissais la maison ouverte. Maintenant, fini. Tu es obligé de tout fermer à double tour, ou soit tu es obligé de laisser quelqu'un à la maison. C'est devenu pesant pour le moral quand même. C'est chiant. Ce sentiment d'insécurité n'est pas propre à la commune. Délivré il y a un mois, le bilan de la délinquance pour le premier semestre 2025 met en lumière la nouvelle réalité des cambriolages liés à la recherche de nourriture. À Point Dimier, depuis le début de l'année, 22 cambriolages de résidences sont enregistrés. Il y a également de la délinquance d'appropriation qui est due à une certaine paupérisation de la société du fait du contexte économique que vit le territoire. Paupérisation qui engendre une augmentation de la délinquance d'appropriation d'opportunités. En fait, ce sont en général des jeunes qui viennent voler dans les résidences, en présence ou en dehors de la présence des occupants, et qui se tournent vers des produits tels que la nourriture ou les produits de première nécessité, l'informatique, ce qui est facile à voler, de façon à pouvoir ensuite soit manger, soit revendre pour se procurer quelques pièces pour vivre. En Nouvelle-Calédonie, une hausse de 28% des cambriolages de résidences a été constatée au premier semestre 2025 par rapport à celui de 2023. Sur la côte Est, pour lutter contre ces phénomènes, les habitants s'organisent. Dans le village notamment, un groupe de discussion existe pour se tenir informés. Là, du coup, je suis sur le groupe et puis voilà, on peut voir que même encore hier soir, ça traîne dans le village. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a signalé un jeune homme habillé d'un pull à capuche vient de s'enfuir de ma cour. Attention, en fuite vers le stade. Donc, ça fait un peu comme voisin vigilant, ça. Dès qu'il y a une anomalie dans le village, on met sur le groupe et là, il y a des gendarmes aussi sur le groupe et ça permet justement un temps de réaction rapide. Selon la gendarmerie, 50% des atteintes aux biens en Nouvelle-Calédonie sont élucidées après enquête. Une enquête qui peut durer 6 mois car les analyses scientifiques sont effectuées en France. Néanmoins, pour que justice soit rendue, il faut avoir quelques automatismes. Si vous êtes victime d'un cambriolage ou d'autres méfaits, en premier lieu, si les personnes sont sur place, c'est de rester à l'écart, ne pas prendre de danger, contacter le 17, qui est la gendarmerie qui nous fera de suite intervenir, prendre le plus de renseignements que vous pouvez, c'est-à-dire la physionomie, la façon que les gens sont habillés ou un numéro d'immatriculation. Si les méfaits sont produits, il suffit de contacter la gendarmerie. Une patrouille de gendarmes se déplacera. On ne touche à rien et on interdit à toute personne de la famille de se présenter dans les locaux. Comme ça, les gendarmes vont pouvoir faire tout ce qui est enquête criminalistique, les relevés d'empreintes, les relevés d'ADN, les prélèvements quelconques qu'on peut trouver, afin de confondre les auteurs. À ce jour, environ 2600 policiers et gendarmes sont déployés en Nouvelle-Calédonie, dont 20 escadrons de mobiles en renfort.
Bonjour Lisée. Bon, on va essayer d'organiser le retour à la maison aujourd'hui. Vous avez repris contact avec les infirmières là-haut? Pas encore? Non? Vous n'avez pas de nouvelles? Vous savez que ce sera important de faire les pansements, mais une fois que vous serez rentrés. Parce qu'on va éviter de vous revoir trop vite. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, vous n'avez plus de soucis? Le ventre, vous aviez eu des soucis la semaine dernière, mais c'est réglé. Vous n'avez plus mal là? Ok, bon. Depuis lundi, le service de chirurgie du pôle sanitaire du Nord a rouvert avec 10 lits opérationnels sur 20. Un soulagement pour le chef de ce service et son équipe. S'il y avait vraiment quelque chose qu'on attendait depuis un moment, parce qu'en fait le problème c'est on était contraint de faire sortir les gens plus vite que nécessaire, et puis on avait beaucoup de mal à fonctionner sur les lits, donc on était en permanence très tendu, donc c'est un signal très positif de rouvrir des lits. C'est insuffisant déjà, parce qu'on a rouvert, finalement à 48 heures, ils sont déjà pleins. Donc on arrive à rouvrir parce qu'il y a du personnel qui arrive, donc on va pouvoir donner des repos à ceux qui ont permis de fonctionner. Et puis surtout, on va revenir à des organisations qui sont plus simples, parce que pendant un an, on a fusionné le service de médecine et de chirurgie, et on ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes problématiques. Et donc ça, pour les équipes paramédicales et médicales, pour tout le monde en fait, c'était très compliqué. Donc on est très content de retrouver un service dédié à la chirurgie. On va pouvoir retrouver des fonctionnements qui sont les nôtres. Autre reprise significative, les sorties SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation, en journée uniquement. Nous avons la chance d'avoir un petit noyau d'infirmiers qui restent présents et attachés au service des urgences, mais qui s'est restreint, qui s'est beaucoup restreint ces derniers temps. Et surtout, nous avons également beaucoup de chance d'avoir les infirmières de Coumac et Poindimié qui, malgré des difficultés d'organisation familiale et logistique, viennent quand même renforcer le service des urgences depuis la fermeture des 2 autres sites. Mais malgré ce noyau stable, nous n'avions pas suffisamment d'infirmiers expérimentés pour pouvoir réouvrir la ligne de SMUR. Là, nous avons la chance sur ces dernières semaines d'avoir recruté des infirmiers avec une expérience assez conséquente en urgence et en particulier en SMUR, ce qui nous a permis d'envisager la réouverture en journée. Cette reprise est rendue possible grâce au recrutement d'un nouveau personnel paramédical. Cependant, la durée des contrats de ces derniers ne permet pas à l'équipe d'avoir une visibilité à long terme sur l'offre de soins du PSN. On espère rester sur cette dynamique. L'objectif, c'est de rester sur cette dynamique. La réouverture de nos services, on a encore 10 lits de chirurgie à ouvrir. On a Poindimié et Coumac aussi qui sont en attente. Là, progressivement, on fait le point mensuellement avec les équipes pour réadapter notre offre de soins en fonction de la ressource. Par contre, il est important d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, l'ouverture, et en tout cas les recrutements de paramédicaux ne sont pas stabilisés, puisque nous avons pour l'instant en grande majorité des contrats de courte durée, c'est de 3 mois à 6 mois, et nous n'avons pas de visibilité au-delà. Donc ça reste très fragile dans la mesure où les contrats ne sont pas... On n'a pas de visibilité sur 1 an par exemple. Voilà. Pour Marc Ouetté, directeur de l'hôpital, l'enjeu majeur, c'est d'arriver à proposer à la population une offre de soins de qualité et sécurisée, mais aussi de préserver les ressources humaines. Ces reprises sont de bon augure, mais restent tout de même fragiles. Le premier pot, c'est squash, gingembre et curcuma. Du coup, on va tout simplement pocher les squash dans de l'eau avec le curcuma et du gingembre. Et après, on le mixera pour faire le premier pot. On va pas en mettre beaucoup du gingembre parce qu'ils découvrent les saveurs, les petits, donc ça pique quand même assez les gingembre. En ce moment, on est sur un atelier de confection de petits pots maison avec des produits locaux, avec les élèves de la section cuisine du lycée de Touault et un chef de cuisine, Léo Achille. On peut mouiller avec un peu ce qu'on veut, bouillon d'œuf ou autre. Après, moi, le squash, le mieux, c'est de l'eau neutre. Je trouve que cet atelier il est très intéressant. Parce qu'à la maison, nous, on a toujours fait pour les enfants. C'est toujours les mêmes recettes qu'on fait. Mais là, avec les élèves de tout et puis avec des professionnels, là, on apprend que y a des choses à rajouter dans la recette.
L'idée, c'est de proposer d'autres façons de consommer les produits et de les transformer. C'est de distribuer aussi les fiches alimentation et des idées de recettes qui ont été toutes retravaillées par le gouvernement et l'Agence sanitaire et sociale cette année. Et c'est de pouvoir échanger avec la population. Les gaufres pancakes de squash. Donc ça sera à partir de 1 an, on a dit. Donc là, donc comme je vous dis, c'est une pâte à crêpes. Hein. On va tout mélanger. Si on n'a que du lait de coco, on met que du lait de coco. Si on a lait, on peut même mettre son propre lait ou du lait entier du commerce. Hein. Je suis contente d'être ici parce qu'ici, on cuisine pour des bébés, on apprend des nouvelles choses. Au lycée, c'est pas pareil parce qu'au lycée, on cuisine pour des adultes, on cuisine pour le restaurant et puis c'est pas pareil. Explique en même temps, Yves. Que je prends avec l'écume avec une chouchoute et puis je pique pour voir si c'est mou. Et puis si c'est mou, c'est que c'est cuit. Ce projet est soutenu par le gouvernement dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé au mois de mai, qui s'adressait à tous les professionnels de la petite enfance et qui devait concerner le public visé par les 1000 premiers jours, donc les enfants du premier jour de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Tiens, ma copine, viens. Ah, dans le pochon. Main. Ça. Faut bien aller. Merci. Merci, Elodie. C'est extraordinaire de voir nos élèves avec beaucoup de sérieux et de discipline. Manucure, pédicure, massage ou encore coiffure, la salle de cours est transformée en salon de bien-être. Un atelier proposé aujourd'hui par les élèves de la filière service à la personne. Un moment de détente pour les mamans de Wailou, venues pour la journée porte ouverte du lycée agricole de Doneva. C'est une bonne journée pour les élèves, surtout de montrer leur savoir-faire avec tout ce qu'ils ont appris avec leurs professeurs. Et c'est un moment de détente pour nous, les mamans, avec eux, et c'est formidable. Pour rendre la journée dynamique et explicite, toutes les filières sont en travaux pratiques. Rien de mieux que le concret pour montrer ce qui est enseigné dans la formation. Dans les parcelles, une classe de seconde s'affaire à la préparation d'un champ d'igname, l'occasion pour les élèves d'appliquer leurs cours. On donne les consignes pour les densités de plantation, donc on voit un peu de tout. Il y a le prof de maths aussi qui est là, pour qu'on puisse voir aussi la quantité d'igname qu'on va planter. Sur une ligne complète? Une ligne complète, oui, jusqu'à là-bas. On a fait 106. 106 là. Il y a le professeur de maths, du coup ça apporte un plus. Parce que comme dans le TP, il y a des calculs à faire. Du coup, ça sert beaucoup aussi les maths en TP. Opération séduction donc pour le lycée qui compte actuellement une 60aine d'élèves. On essaye effectivement de faire comprendre aux élèves que ces métiers de service, mais aussi les métiers agricoles, manquent de personnel, manquent d'employés et manquent de chefs d'entreprise pour assurer notamment la sécurité alimentaire, vu que dans ce territoire, on ne consomme que 13% de nos produits issus de l'agriculture de ce pays. Donc c'est important qu'il y ait davantage de jeunes qui viennent dans nos filières pour assurer le renouvellement de la population active, à la fois dans le service, et je pense notamment aux infirmières, comme aux métiers agricoles. Pour cet événement, des classes de 3e étaient attendues, mais aucun des collèges alentours n'a fait le déplacement. Qu'à cela ne tienne, le programme est maintenu car chaque classe a sa partition à jouer. Là, on a plus d'une vingtaine d'élèves, donc ça permet de bien avancer et de faire de la cohésion entre les élèves aussi. Une nouvelle journée porte ouverte est prévue le samedi 13 septembre, une opportunité pour les futurs candidats de se renseigner. Le Congrès vient de voter une motion préjudicielle. L'objet, reporter la séance prévue sur le dernier rapport de la Chambre territoriale des comptes sur les frais de déplacement des élus. L'organisation a scruté à la loupe ces frais de 2019 à 2024. Ils représentent environ 534 millions par an. Ce qui est très frappant, c'est l'augmentation de ces frais de déplacement. Les frais de déplacement ont d'abord significativement diminué pendant la crise sanitaire, forcément en 2020-2021, puisqu'on ne pouvait plus se déplacer. Et ensuite, il y a eu un rebond
qui a été beaucoup plus marqué pour les frais de déplacement des élus, enfin de cette enveloppe-là, c'est-à-dire élus, collaborateurs de cabinet, secrétaires généraux, que pour les frais de déplacement du personnel administratif. Et on constatait notamment que les frais de déplacement des élus ont dépassé en moyenne en 2022-2023 de 16% le niveau qu'ils avaient atteint en 2019. Si tous ces déplacements ont été justifiés auprès de l'administration par les élus, la CTC a émis une critique sur leur nécessité au regard de l'intérêt général des Calédoniens. D'une part parce que soit ils étaient importants en durée, en nombre de jours, par exemple, pour un déplacement dans l'Hexagone, mais l'ensemble de ces jours n'étaient pas des jours de travail. Certains jours pouvaient être des jours où la personne allait voir sa famille, faire du tourisme, faire ce qu'elle voulait, alors que pourtant, elle demandait parfois aussi des frais d'hébergement et des frais de repas. Ou alors, on s'est aussi posé la question de savoir si certains de ces déplacements étaient justifiés, au sens où est-ce qu'il est de l'intérêt général des collectivités d'envoyer plusieurs personnes, jusqu'à 4 personnes par exemple, devant des instances telles que les Nations Unies ou pour les débats à Paris sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Autre critique émise par la CTC, le mode de remboursement de certains de ces frais. Un certain nombre de frais étaient remboursés de façon forfaitaire et avec des plafonds relativement élevés. Donc une de nos recommandations était que les collectivités, les institutions concernées puissent revoir leur délibération encadrant le remboursement des frais de déplacement pour passer à un système de remboursement qui soit dans tous les cas sur facture et plafonné à un niveau moins élevé. Une recommandation prise en compte par certaines collectivités. Au total, la CTC en a formulé 6. Reste à voir si elles seront toutes mises en œuvre par les élus.